Mais c'est bien parce que, comme on est toujours en train de comparer les deux pays, et c'est pas un hasard. Si. C'est bon comme ça, c'est pas un hasard. Et vous dites d'ailleurs même souvent, ils sont sur le jumeau du Cameroun. Oui, il y a une gémilité historique qui lie les deux pays. Oumou avait été vice-président du RDA. Pendant qu'Houphouët en était le président, on connaît ce qui s'est passé. On peut y revenir. Donc, on connaît le rôle de la Côte d'Ivoire dans la renaissance du panafricanisme sur le continent. C'est à la faveur du conflit ivoirien que le panafricanisme est reparti. Donc, de tout point de vue, la Côte d'Ivoire a joué un rôle historique. En tant que lieu, n'est-ce pas, matrice qui a fait bouillir le renouveau panafricaniste. Alors, la comparaison est intéressante parce qu'on n'est pas obligé, Mme Diba, d'interpréter la comparaison comme eux. Nous pouvons aller chercher, pendant qu'ils établissent des comparaisons, voir le vrai visage de cette comparaison, qui est masqué par la propagande et le jeu de la France visant à masquer la situation coloniale de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est rentré, c'est la colonie pratiquement. Et le cas camerounais, où malgré le fait qu'on ferme les yeux, on voit bien qu'un pays se bat pour s'émanciper. Ne serait-ce que par le rôle que nous avons joué dans, le rôle que le pays joue dans ce qu'on appelle la renaissance du panafricanisme. C'est un fait. Alors, ça veut dire quoi? On ne va pas revenir sur les droits de M. Ouattara en tant qu'agent principal de la recolonisation de l'Afrique, droits qui lui sont donnés par séparés. Il a le permis de tuer, il a le permis de voler, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est bien. On va le blanchir. Il peut dire qu'il va faire un mandat, il fait 10. C'est bien. On fait comme si, c'est-à-dire que c'est bon. D'ailleurs, qu'il a écarté on lui donne des certificats de bonne gestion économique. Tous les opposants. Alors qu'en matière de gestion, c'est la calamité des calamités. Bref, ça c'est la logique même de... Vous avez oublié la charte de l'impérialisme. C'est la logique, c'est clair. Donc, dès que quand l'impérialisme dit que quelque chose est bon, elle est bonne. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, Ouattara a tous les droits. Il fait tout ce qu'on interdit à d'autres présidents de faire, lui il le fait. Et c'est bon. C'est la norme. Mais maintenant, quand vous arrivez au Cameroun, vous êtes dans un pays où le président, dans le cadre d'une néocolonie, a décidé de jouer une aventure terrible, de vouloir la démocratiser. Où des gens sont de plus en plus libres au quotidien, n'est-ce pas? Et où les élections se passent comme ce qu'on est en train de voir. Où on voit bien que celui qu'on appelle dictateur est battu dans 4 régions du pays et le résultat est donné comme tel. Alors là où, en Côte d'Ivoire, avant les élections, le résultat était connu, ça a fuité. Et puis on connaît le score de M. Ouattara. En principe, en Côte d'Ivoire, l'élection c'est 2 tours. Mais 2 tours égale 1 tour depuis qu'il est président. Mais il y a quand même une loi qui est d'accord, c'est constitutionnel en Côte d'Ivoire qui a plus de, je crois, 50%. Vous passez en un tour et dans ce cas, 89%. Vous admettez avec moi que cette loi-là visait simplement à légitimer les élections. On te le dit 1 tour. Le Cameroun lui dit 1 tour. Il n'est pas hypocrite. Lui, il dit 2 tours en mettant une loi qui va justifier que lui, 2 tours, il a dit 1 tour. Parce que lui, depuis qu'il est là, il gagne toujours à 1 tour. Dans les conditions que tout le monde sait. Qui ne connaît pas le niveau d'abstention qu'il y a en Côte d'Ivoire? On parle de quoi? Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens? Il n'y a que la France pour faire croire qu'on peut bien gérer une néocolonie et faire de ça un modèle. La Côte d'Ivoire, c'est une colonie. On a recolonisé le pays dans le cadre d'un programme de recolonisation du continent africain. C'est connu, ça a été assumé à l'époque par les cercles français. Puisqu'à l'époque, on savait que dès qu'on a fini Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun, et le président de l'époque s'appelait Marafa, Amidou Raya. Je le dis tous les jours. C'était arrêté. Donc c'était un plan de recolonisation du continent. Le Ouattara n'a qu'inauguré ça. À qui veut-on faire croire qu'une colonie, une néocolonie de ce type, en plein fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, que l'enjeu c'est, il est bien géré, il y a des performances. Il n'y a aucune performance là-bas. La seule performance qu'il y a là-bas, c'est le niveau de pillage du pays par la France. Et tous ceux qui veulent faire les comparaisons, honte à eux, c'est pas possible. C'est-à-dire que on veut croire que le jour n'est plus le jour c'est la nuit c'est le jour. Chacun connaît la situation en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens le décrivent mieux que tout le monde. Les enquêtes secrètes qu'on met sous le tapis, quand elles ressortent, on connaît la réalité. On a arraché un pays à ses habitants.
Les Ivoiriens sont étrangers chez eux. C'est le cas du Cameroun. Donc pour vous, monsieur le président... Non, c'est pas pour moi, ce sont des faits. Mais puisque vous êtes en train de dire que... Non, ce sont des faits. Le 2 poids 2 mesures sur le Donc, traitement... la comparaison, l'enjeu qui est là, c'est la France. Le but de la France, c'est de diaboliser, de saccager, de discréditer les récits panafricanistes, les récits qui visent à l'émancipation des peuples, peu importe le niveau qu'on atteint, peu importe. Parce que c'est très bien que si elle perd la bataille de ces récits-là, la Côte d'Ivoire sera intenable. C'est ce qu'au niveau du récit. L'enjeu, il est là. C'est pas autre chose. Donc cette comparaison, elle est fabriquée de toutes pièces. Mais la vraie comparaison, maintenant, je vais vous la donner. C'est le processus d'ivoirisation. Même technique. Au Cameroun, c'est la même chose. Comment la France a fait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Comment elle a fait? Ça a été de créer une guerre civile. Matérialisée par une ligne d'interposition séparant le nord et le sud. En exploitant les appartenances religieuses, mais dans le cadre d'une géo-ethnique consistant à transporter des pays voisins, dans le cadre de l'économie néocoloniale, transporter des pays voisins, des populations qu'on a installées, et quand elles sont arrivées à un seuil démographique suffisant, d'après les critères de la France, 36% en montant, mais on a posé un problème du Nord. Vous oubliez ça? Non, monsieur le président. Monsieur votre Premier ministre, dans son premier interview, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu clairement qu'il y a un problème du Nord en Côte d'Ivoire. Ça venait d'où? Quand on a créé un problème du Nord au Cameroun, non? Si, monsieur le président. Ben, on parle de quoi? Donc, vous devenez au Cameroun. C'est la même chose qui est en train de se passer. Quelques nuances près. Mais comme dans le cadre économique, on n'a pas pu réussir au Cameroun, dans le cadre d'économie des plantations, le transfert des populations étrangères, comme ça a été fait en Côte d'Ivoire, ben, la chose est très simple. On ne change pas de méthode. Comment faire pour arriver à une ligne d'interposition au Cameroun? C'est-à-dire comment faire, parce que la condition de l'ivoirisation, c'est qu'on ne sépare d'abord le pays en deux. Comment faire? Donc, ça, la France se gratte des cheveux matin, midi, soir pour arriver à ça. Donc, Boko Haram est venu, on a réussi avec l'appui de Nozo à créer un clivage francophone, anglophone, mais cela n'a jamais débouché sur une ligne d'interposition qui permet à ce que la France, avec la communauté internationale d'assassins et de criminels, de venir prendre acte que le pays est réellement divisé en deux et d'organiser un processus qui permet d'arriver au pouvoir d'un pion des pions. Au Cameroun, on le sait ça. Vous voyez comment on a créé devant vous un clivage nord-sud. C'est là devant vous, mais on l'a activé d'une manière pas possible. Avec un discours qui vous dit que non, depuis 1960, il y a une répartition démographico-électorale qui est établie. On dit que non, depuis 1960, le Nord c'est 40%, ça n'a jamais changé. Hein. C'est 40% d'électorat, sans ça tu ne peux pas gagner l'élection au Cameroun. Et à partir de là, les élites qui jouent à ce jeu dans ces régions du pays vous ont dit que non, vraiment, remettons-nous le pouvoir, rien ne se fera sans nous. On sait que aujourd'hui, on voit comment ces élites-là, si on prend le cas de Guiba Guitama, qui fait semblant d'évoluer, ben à quelle heure? À quelle heure? Mais on a chauffé ça. Pendant que vous dites que non, à tout prix, on va nous revenir. Donc actuellement, vous tentez de dire aux Camerounais que le Cameroun est en train de faire face d'une déstabilisation, une forme d'ivoirisation du Cameroun à partir du Nord. J'ai été le premier à dire depuis que c'est la guerre. Dès le 12 octobre, j'ai dit que le Cameroun est en guerre. C'est le seul qui l'a dit depuis le 12 octobre. J'ai dit depuis. Je n'ai jamais analysé cette crise électorale comme les autres. J'ai dit que le Cameroun est en guerre. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce qu'on voit dans nos villes là, c'est quoi? C'est pas la guerre? Heureusement que les forces de maintien de l'ordre, elles aussi ont compris. Elles ont compris ce qui est en jeu. Elles ont bien compris. Et ils gèrent ça avec un professionnalisme extraordinaire. Une fois de plus, je voudrais les saluer de toutes mes forces. Et les remercier pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que tout était préparé. Qu'il y ait bain de sang, justification d'un mois international qui crée les conditions d'une mise en orbite du Cameroun dans le sens d'imposer même des lignes d'interposition imaginaires, à défaut de les rendre réelles, qui vont mettre le gouvernement camerounais et la nation à la table des accusés de la communauté internationale. Et du coup, internationaliser ce problème. Vous savez que quand on internationalise un problème, c'est terminé. Même si vous avez des puissances alliées, désormais les débats vont se faire dans le cadre de cette internationalisation. Vous sortez de là en étant dépouillé. Le but, il est là, et c'est la démarche de la France. C'est la France qui est au fond de cette affaire. Je m'en fiche des marchés diplomatiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices que c'est la France, monsieur le Président? Vous voulez que je donne des indices?
Qui était l'acteur principal de la France en Côte d'Ivoire? C'était qui? C'était la France. Alors, au Cameroun, quel est l'acteur principal? C'est qui le patron du franc CFA? C'est qui le patron du franc CFA? C'est la France, monsieur le président. Qui est le patron de Boko Haram? C'est qui le patron de Boko Haram? C'est nous qui posons les questions, monsieur le président. Bon, ok, je ne les pose pas, je les pose à moi-même. Dans le Nozo, n'a-t-on pas retrouvé la France? Oui, si, on l'a retrouvé. Toute l'infrastructure qui déstabilise le Cameroun aujourd'hui, les influenceurs, etc., toutes ces infrastructures est logée où? Le quartier général, c'est où? C'est en France. On peut continuer. Donc, la France est en première ligne. Elle est en première ligne. Elle a beau masquer ce qu'elle veut faire, mais elle est en première ligne. Vous prenez le suivi médiatique. C'est qui? C'est la France. Donc, pour dire qu'elle est, quand on parle du Cameroun, demandez quelle preuve la France a dans sa affaire, c'est vraiment perdre du temps aux gens. Elle est impliquée par l'histoire, et historiquement, elle a organisé l'État camerounais dans le sens que si un jour on veut s'émanciper, on va voir la France en face de nous. Dès qu'un pays africain, ancienne colonie française, veut s'émanciper, elle a affaire à la France immédiatement là. C'est même pas un débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. La France est immédiatement impliquée. Donc on y est. On y est. Donc la France est en première ligne. Donc pour continuer à parler à revenir sur les enjeux de l'hybridation du Cameroun. La libération du Cameroun, les choses sont claires. C'est-à-dire que, à défaut d'avoir une ligne d'interposition, on l'a fabriquée de manière imaginaire. Ça a été tous les investissements qui ont été faits à l'ouest du Cameroun, parce que la France anticipait elle a bien vu, sur l'axe, le fondement de l'axe nord-sud, elle a anticipé. C'est toutes les raisons que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire où le quartier général, les infrastructures, l'organisation se fait en France. Est-ce un hasard si le cabinet d'avocats tient sa conférence en France? C'est aussi un hasard? Nous ne pensons pas. La plupart des acteurs qui sont en première ligne dépendent de la France. Monsieur Mbembe, qui a donné les ordres pour qu'on tue les préfets, qu'on attaque les préfets, les policiers, qu'on attaque les bâtiments administratifs. Ce n'est pas l'employé de Macron dans le cadre du sommet France-Afrique. Tout ce qui se passe là, ce sont les résolutions du sommet France-Afrique. Donc l'agenda est écrit, c'est clair. D'Abidjan à Yaoundé, les peuples africains vivent les mêmes blessures, les mêmes manipulations, les mêmes ingérences. La France continue d'utiliser les vieilles recettes du diviser pour régner, pour préserver son influence. Mais partout, la conscience s'éveille, le vent tourne, et la souveraineté devient le cri des cœurs. Car face à l'ordre ancien, l'Afrique n'a plus peur de dire « assez ». Il y a des vérités que l'on finit toujours par affronter, même quand on les a longtemps refoulées. Et aujourd'hui, de la Côte d'Ivoire au Cameroun, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, une même vérité s'impose à nous. Notre continent est encore prisonnier d'un système de domination, d'un réseau d'intérêts étrangers tissés depuis des décennies sous des visages différents, mais avec la même main. Cette main, c'est celle de la France. Et les propos du président Bandakani, qui ose établir un parallèle entre la crise ivoirienne et la crise camerounaise, résonnent en nous comme un écho de lucidité, une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Oui, il a raison. Parce que les faits parlent d'eux-mêmes. La méthode est la même, les scénarios se répètent, les visages changent, mais la logique demeure. Diviser pour régner, opposer les peuples à leurs propres frères, dresser les régions les unes contre les autres, manipuler les élites pour garder la main sur les ressources, sur les institutions, sur les âmes. Ce schéma, nous le connaissons trop bien. Il s'est joué en Côte d'Ivoire dès 2002, quand les armes se sont levées contre un pouvoir qui avait eu l'audace de dire non à la dépendance. Il s'est poursuivi en 2011, quand la France a décidé, une fois encore, qui devait diriger notre pays, piétinant la souveraineté d'un peuple pour préserver ses intérêts économiques et stratégiques. Et voilà qu'aujourd'hui, ce même mécanisme se déploie ailleurs, au Cameroun, avec les mêmes discours, les mêmes manœuvres, les mêmes médias occidentaux qui soudain se découvrent une passion pour la démocratie africaine, mais toujours à sens unique. À chaque fois qu'un dirigeant africain résiste, il devient autocrate.
À chaque fois qu'un pays veut contrôler ses ressources, on parle de risque d'instabilité. À chaque fois qu'un peuple réclame sa souveraineté, on brandit le spectre du chaos. Et derrière ces mots soigneusement choisis, se cachent les vieilles stratégies impériales, l'intervention, la manipulation, la déstabilisation. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons vu la Côte d'Ivoire saigner, humiliée, fracturée. Nous avons vu le Cameroun entrer dans la tourmente, lentement, sous le poids des ingérences et des provocations. Nous avons vu comment les ONG, les médias internationaux, les soi-disant partenaires au développement se transforment en instruments de contrôle. Ce n'est plus l'armée coloniale d'hier, c'est la diplomatie économique, l'aide conditionnelle, la dette, la communication des chaînes plus douces, mais tout aussi efficaces. Et toujours, la même justification, la paix, la stabilité, la démocratie. Mais quelle démocratie ? Celle où les peuples africains votent, mais où les ambassades occidentales décident ? Celle où les dirigeants doivent d'abord être validés à Paris, à Washington ou à Bruxelles avant d'être légitimes chez eux ? Celle où l'on bombarde un pays pour y ramener la liberté, puis qu'on y installe des bases militaires permanentes pour surveiller les richesses ? Non, cette démocratie-là n'est qu'une mise en scène. Et l'Afrique en paie le prix fort. Oui, il y a une similitude entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, non pas seulement dans la souffrance, mais dans la stratégie qui l'alimente. Dans les deux cas, la France joue un double jeu, parler de partenariat tout en maintenant une tutelle, prêcher la stabilité tout en semant la division. Dans les deux cas, elle avance masquée, utilisant les crises internes pour justifier sa présence, pour s'inviter dans nos décisions, pour contrôler les issues. Dans les deux cas, elle s'appuie sur nos propres élites, parfois consentantes, souvent complices, pour perpétuer un système dont elle tire profit. Mais cette fois, le vent tourne. Car les peuples ne sont plus naïfs. De Dakar à Yaoundé, d'Abidjan à Ouagadougou, d'Accra à Niamey, une conscience nouvelle s'éveille. L'Afrique parle d'une seule voix, même si les accents diffèrent. L'Afrique ne veut plus être un laboratoire d'expérimentation, ni un grenier à ciel ouvert pour des économies fatiguées. L'Afrique veut vivre, décider, produire, gouverner. L'Afrique veut enfin sortir de la minorité politique où on l'a maintenue depuis trop longtemps. Et dans ce grand réveil, les paroles de Bandakani trouvent une résonance profonde. Car elles rappellent à tous que nos crises ne sont pas des fatalités africaines, mais les symptômes d'un ordre mondial inégal. Ce n'est pas le sang africain qui aime couler, c'est le pouvoir qui ne supporte pas de perdre ses privilèges. Chaque fois qu'un pays africain veut s'affranchir, il devient une menace pour la stabilité régionale. Mais quelle stabilité, si elle repose sur la pauvreté des uns et la domination des autres ? Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous ne voulons plus de cette paix hypocrite, imposée à coups de contrats opaques et de bases militaires étrangères. Nous ne voulons plus de dirigeants qui parlent de souveraineté le jour et signent des accords léonins la nuit. Nous ne voulons plus de ce jeu où les nations africaines doivent choisir entre la servitude et le chaos. Il y a une troisième voie, celle du courage, celle du panafricanisme véritable, celle de la solidarité entre peuples libres. C'est ce que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et tant d'autres doivent comprendre. Nos combats ne sont pas séparés. Ce qui se joue à Yaoundé concerne Abidjan. Ce qui se joue à Ouagadougou résonne à Bamako. Et tant que nous resterons divisés, tant que nous continuerons à croire que nos malheurs sont internes, nous serons condamnés à répéter l'histoire. Mais si nous unissons nos consciences, si nous reconnaissons que nos ennemis ne portent pas toujours l'uniforme, alors oui, la délivrance commencera. Il ne s'agit pas d'un rejet du monde, mais d'une affirmation de nous-mêmes. L'Afrique ne veut pas la guerre. Elle veut le respect. Elle ne veut pas l'isolement. Elle veut l'équité. Et pour cela, elle doit se libérer du poids d'une tutelle qui ne dit pas son nom. La France doit comprendre que le temps de la France-Afrique est révolu. Le monde multipolaire est là, et il ne demande pas la permission. Ceux qui s'accrochent à l'ancien ordre verront leurs illusions se dissoudre dans la réalité. Ce n'est pas un cri de haine, c'est un cri de dignité. C'est la voix d'un peuple qui ne veut plus qu'on décide à sa place. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et tous les autres peuples du continent n'ont pas besoin de tuteurs. Ils ont besoin de partenaires respectueux. Et si l'Occident ne veut pas l'entendre, d'autres l'entendront, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, les nations libres du Sud global.
Le monde change et nous voulons y entrer debout, non à genoux. Oui, Bandakani a raison. Il faut nommer les choses. Il faut briser les illusions. Et surtout, il faut croire encore que l'Afrique peut renaître, non pas dans la soumission, mais dans la souveraineté. Car ce jour-là, ce ne sera pas la France ou l'Occident qui tomberont. Ce sera simplement la vérité qui se lèvera.